Bonsoir. Au nom de François Mazière, donc maire de la ville, et d'Emmanuel Le Crépy, notre adjointe à la culture, qui est là avec nous. Merci Emmanuel. Je suis très heureux de vous accueillir à l'Université ouverte pour une nouvelle séance des grands amphis. Ce soir, nous avons l'avantage d'accueillir quelqu'un qu'on entend pas mal en ce moment sur les ondes. D'abord parce qu'il a reçu un prix avec son dernier livre, hein, et puis parce que d'abord il est complètement dans l'actualité puisqu'il vient de publier, et nous le présentons ce soir, il va nous parler d'un livre qui s'appelle Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie, qui est sorti au Seuil en janvier 2024. Je le présente très rapidement parce qu'il m'a fait des coupes sévères dans ma présentation pour que je ne sois pas trop long. Donc je ne dirai pas qu'il est ancien élève de l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Il est pour autant bien historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Il est chargé de recherche au CNRS. Il est membre également de l'EHESS. Il est professeur à l'École nationale des ponts et chaussées. Et ses recherches portent sur ses publications porte sur l'histoire environnementale, l'histoire des savoirs climatiques, l'Anthropocène, naturellement. Il tient également une chronique mensuelle dans Le Monde et il a plusieurs publications à son actif, notamment avec Fabien Locher, Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du XVe siècle au XXe siècle, paru au Seuil. Également L'événement Anthropocène et L'Apocalypse joyeuse, tous deux ouvrages parus au Seuil. Je pense que ces titres vont certainement résonner en vous, et ce qu'il va vous dire en résonnera également. Nous ne sommes pas, pour l'instant, l'idée n'est pas de vous faire forcément pas du tout même de vous faire une conférence sur l'actualité climatique. Vous la connaissez tous et toutes. Hélas, pour autant, c'est vrai que je ne vous cache pas que je n'avais pas du tout prévu, quand la programmation était faite, qu'on tomberait en plein COP29, en pleine COP29 à Bakou. Par contre, nous savions déjà, quand nous avons préparé cette programmation, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité que cet ouvrage soit présenté ce soir, qu'on avait quand même un gros problème qui s'appelle le réchauffement climatique, et que, bien évidemment, la question des énergies était au cœur de ce problème majeur, qui est un problème d'actualité, pardonnez-moi, je ne peux pas m'empêcher ce jeu de mots débile, d'actualité brûlante. Toujours est-il que je vais laisser la parole à Jean-Baptiste Fressos. Je tiens à vous signaler que l'ouvrage dont il va nous parler est présenté ici même à la sortie. Vous pourrez vous le procurer par notre complice de toujours, la librairie Antoine. Donc vous pourrez vous le procurer et il vous sera naturellement, si vous le souhaitez, dédicacé par l'auteur ici présent. Maintenant, je cède la parole à notre invité, Jean-Baptiste Fressos. Merci beaucoup d'être avec nous et merci de nous parler. Eh bien, merci à l'Université ouverte pour l'invitation. Ce dont je vais vous parler, c'est un livre d'histoire qui revient sur une notion qui est absolument centrale de nos jours, qui est celle de transition énergétique. Quand on a une oreille historienne et qu'on tend l'oreille sur les discours qui entourent la transition énergétique, on est frappé qu'elles font des références à l'histoire et des références un peu fantasmées. Assez récemment, Agnès Pannier-Runacher, qui a été ministre de la Transition énergétique, qui disait voilà, ce qu'on doit faire maintenant face au changement climatique, c'est analogue à la première révolution industrielle. C'est assez bizarre quand on y réfléchit. Parce que je vais vous montrer que la révolution industrielle, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il faut faire maintenant. Ce n'est pas du tout la seule à avoir ce genre d'analogie. John Kerry, que vous connaissez peut-être, qui est l'envoyé américain sur les questions de changement climatique, qui suit ces questions depuis les années 1980, a expliqué récemment dans le Financial Times ce qu'il faut faire, c'est une nouvelle révolution industrielle. Donc l'histoire est présente dans notre futur. L'histoire joue un rôle discret, mais à mon avis assez central dans cette idée que face au changement climatique, ce qu'il faut faire, c'est simplement une nouvelle transition énergétique. Ou un autre exemple qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais plus jeune, c'est celui de Jeremy Rifkin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jeremy Rifkin. C'était un consultant assez célèbre dans les années 2000. Il avait écrit des livres sur l'économie hydrogène. Et quand en France, il a eu un certain succès, il a eu pas mal de contrats de consultants avec la région du nord de la France, Nord-Pas-de-Calais, en disant voilà, vous avez
vous étiez vraiment au top pendant la première révolution industrielle qui était celle du charbon. Vous avez manqué la seconde révolution industrielle qui était celle du pétrole, mais vous rattraperez sur la troisième révolution industrielle qui sera celle de l'hydrogène. Et moi, ce qui me frappe, c'est pas tant la critique de l'économie d'hydrogène, c'est pas tant ça qui m'intéresse que comment se fait-il que des gens, je veux dire sérieux, John Kerry, je vous dis, il suit les questions du changement climatique depuis les années 1980. Agnès Pannier-Runacher, elle est ministre de la Transition énergétique. Jeremy Rifkin, c'est quelqu'un qui est consultant renommé, important sur ces questions d'énergie. Comment ils peuvent autant maltraiter l'histoire de l'énergie ? Moi, c'est ça qui me surprend et qui a un peu, disons, aiguillé mon intérêt sur cette notion de transition énergétique. Alors, il va de soi que, vous le savez tous, cette notion de transition énergétique, elle est aussi centrale dans l'expertise. Vous prenez vraiment l'expertise officielle sur la question du changement climatique, il y a aussi, en fait, cette vision assez bizarre de l'histoire. Dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, qui est, donc le GIEC, vous savez ce que c'est, évidemment, le groupe 1, on s'occupe de climatologie, le groupe 2, on s'occupe des impacts, et le groupe 3, on s'occupe des solutions. Dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, le mot transition est absolument partout. Il est quasiment à une page sur deux. C'est un gros PDF de 2000 pages. Ah non, il y a plus qu'une page sur deux. Il y a 2000 pages, il y a 1800 occurrences du mot transition. Par contre, le mot sobriété, lui, est 280 fois. Et il est apparu seulement maintenant, dans le 6e rapport, où on a vraiment un traitement un peu substantiel de ces questions de sobriété. Et la notion de décroissance est encore absente. Et ce qui est plus étonnant, c'est quand il parle d'histoire. On a ce genre de phrase. Il y a toute une section d'un chapitre introductif qui pose la question, est-ce que la transition énergétique à venir peut aller plus vite que les transitions du passé ? Ce qui est vraiment bizarre, en fait, de se poser cette question. Parce que les transitions énergétiques du passé, c'est quelque chose d'assez fantomatique. Bon, vous connaissez tous, j'imagine, ce genre de graphe. La nature fondamentale de l'histoire de l'énergie, c'est fondamentalement l'accumulation. On accumule les énergies. Il y a de plus en plus de toutes les énergies primaires. Tout ne fait que croître au cours des 19e et 20e siècles. On n'a toujours, à l'échelle mondiale, pas passé le pic du pétrole. On n'a pas passé le pic du charbon. On espérait que 2024 soit l'année du pic du charbon. Malheureusement, il semblerait qu'on va devoir attendre encore un peu. Peut-être d'ici 2030, on passera le pic du charbon. Et de manière plus surprenante, le bois énergie croît beaucoup au 19e et au 20e siècle. On consomme de plus en plus de bois pour faire de l'énergie. De nos jours, le bois, ça représente 2 fois l'énergie nucléaire en énergie finale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, vraiment, on vit avec des énergies anciennes. Et les choses nouvelles ne font pas du tout disparaître les énergies anciennes. Ce que je vous dis sur l'histoire de l'énergie, c'est vrai, en fait, pour toutes les matières. Je crois qu'il y a une chose vraiment à retenir de base, c'est que au cours du 19e et du 20e siècle, on consomme un éventail plus large de matières premières et chacune est consommée en quantité croissante. C'est très rare d'avoir des matières premières dont la consommation diminue. Il n'y a que quelques exemples, en fait. Un exemple important, c'est l'amiante. Et ça diminue. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des interdictions, parce que c'est toxique. Donc, dans un certain nombre de pays, on a interdit l'usage de l'amiante. Donc, ça fait diminuer, diviser par 2, en gros, la consommation d'amiante depuis les années 90, parce que dans plein de pays, on a interdit l'amiante. Le seul exemple de matière première qui diminue par phénomène d'obsolescence, c'est-à-dire pas parce qu'il y a une interdiction, mais parce qu'il y a une compétition d'autres matières, grâce au progrès technologique, c'est la laine de mouton, qui a diminué d'1 tiers depuis les années 1960, grâce aux fibres synthétiques. Ce qui n'est pas d'ailleurs forcément une bonne nouvelle d'ailleurs pour l'environnement. Donc vraiment, moi ce qui me frappe, c'est quand on parle de manière très légère d'innovation comme solution aux problèmes environnementaux, en fait on dit quelque chose de bizarre, sincèrement, vraiment qui est contraire à la dynamique matérielle du XXe siècle. Parce que le XXe siècle a été vraiment marqué par une profusion d'innovations, de nouveaux produits de synthèse en particulier, pensez à toute la chimie. Toute la chimie issue du pétrole. L'effet, ça a été la diminution d'1 tiers de la laine de mouton, effectivement. Mais ça n'a pas du tout rendu obsolètes les matières premières. Donc vraiment, moi, le point de base, je trouve, c'est que malgré la pléthore d'innovations technologiques
qu'il y a au XXe siècle, les matières premières ne sont jamais obsolètes. On arrive toujours à trouver des nouvelles utilisations aux matières qui semblent être concurrencées par une innovation. D'accord ? Et ça, c'est un point important, c'est parce que souvent, à la fois dans le débat public, mais aussi dans l'expertise, on se focalise sur des discussions d'ordre technologique. On discute de technologie, d'innovation technologique. Le problème, c'est que les dynamiques matérielles ne sont pas du tout les mêmes que les dynamiques technologiques. C'est vraiment quelque chose d'évident, mais cette confusion, elle fait qu'on parle des fois de choses, on a des discussions un peu bizarres. Les dynamiques technologiques, parfois, il y a des substitutions. Des technologies peuvent devenir obsolètes. Et encore souvent, à l'échelle mondiale, c'est plus compliqué que ce qu'on croit. Mais les matières premières, elles, ne sont pas du tout dans des logiques de substitution. Elles sont dans des dynamiques d'accumulation. Alors, comment ça se fait que mes collègues experts du groupe 3 du GIEC, ceux qui écrivent ces rapports-là, peuvent dire est-ce que la transition énergétique peut avoir plus vite maintenant que par le passé? C'est parce que, effectivement, l'histoire de l'énergie a été racontée de manière transitionniste. Vous prenez les grands livres d'histoire de l'énergie, ils vous racontent des histoires de transition énergétique. C'est un point vraiment... Il suffit de regarder les sommaires d'une certaine manière, on a toujours le même genre de chapitre. Au XVIIIe siècle, on va vous parler de bois hydraulique. Au XIXe siècle, on va essentiellement parler de charbon et de machines à vapeur. Et au XXe siècle, on va vous parler de moteurs à explosion et de pétrole. Ce n'est pas pour dire que cette histoire-là, elle est fausse, mais c'est évidemment qu'une seule partie de l'histoire. Et peut-être pas la plus intéressante maintenant pour comprendre ce à quoi on fait face. Pour des raisons assez évidentes, vous avez, j'imagine, tous une objection en tête. Est-ce que vraiment c'est intéressant de parler du charbon au XIXe siècle? Évidemment qu'il faut en parler, mais il faut surtout en parler au XXe siècle. Le grand âge du charbon, c'est en ce moment. C'est en ce moment qu'on est en train de consommer les plus grandes quantités de charbon. 95% du charbon a été extrait après 1900. Et encore, j'avais fait ces calculs en 2020, donc maintenant c'est encore pire sans doute. 87% du charbon a été extrait en dehors de l'Europe. Et pourtant, mes collègues historiens, quand ils s'intéressent au charbon, ils vont souvent étudier le charbon en Angleterre au XIXe siècle. Parce que c'est là que ça commence, c'est là que ça devient vraiment important, si vous voulez. Mais de fait, en termes de masse, c'est bien plus en Asie, au fin du XXe siècle, que l'histoire du charbon, elle se joue. D'accord ? Alors, ça a plein de changements disons que le changement climatique nous oblige à raconter de manière différente l'histoire de l'énergie. Parce que si les collègues historiens parlent de transition énergétique, c'est qu'ils regardent l'énergie en relatif. La chose qui les a intéressés, c'est la part d'une source d'énergie dans le mix énergétique et comment ça évolue. Ça, c'est un graphique important qui est tiré d'un livre standard en histoire de l'énergie où vous avez une belle représentation de transition énergétique. En tout cas, on dirait. C'est la part du charbon dans le mix énergétique de différents pays européens. Et vous voyez que ça passe de très très bas en 1800 et ça devient très très important, au-delà de 90% en 1900. Donc c'est pour ça que le récit de la transition énergétique qui s'est imposé. On a regardé les choses en relatif. Maintenant, quand on regarde les choses en valeur absolue, évidemment, ça change tout. Parce que certes, le charbon croît beaucoup au XIXe siècle, mais toutes les énergies croissent beaucoup au XIXe siècle. On ne passe pas du tout d'une énergie hydraulique à une énergie du charbon. Au XIXe siècle, l'énergie hydraulique croît beaucoup. En France, elle est multipliée par 3. Avant même l'hydroélectricité, qui évidemment fait exploser l'énergie hydraulique dans l'économie. Si vous prenez l'éolien, ça croît énormément au XIXe siècle. Ça se porte très bien, grâce d'ailleurs au charbon. C'est à la fin du XIXe siècle qu'on se met à produire massivement de l'énergie éolienne en Amérique, grâce à des éoliennes industrielles fabriquées en série par des grandes firmes qui installent plusieurs millions d'éoliennes à la fin du XIXe siècle. J'aime bien cet exemple parce qu'en fait, on l'a tous en tête à cause des films de western, on a tous une idée d'une éolienne qui grince en tournant, mais en fait, c'est absolument massif. Et ça a eu un effet historique gigantesque. Parce que c'est ces éoliennes-là qui ont permis de pomper l'eau dans les grandes plaines du Midwest. Et donc, ça a permis la mise en culture de ces grandes plaines. Et si vous voulez, l'ouverture agricole du Texas ou des grandes plaines du Midwest, c'est une transformation historique absolument majeure. Et ça a reposé en partie, évidemment pas seulement, ça a reposé en partie sur l'énergie éolienne. Et ces éoliennes, même si on les a en tête, elles ne sont pas du tout centrales dans notre compréhension du XIXe siècle.
Quand on va imaginer 19e siècle l'énergie, on va plutôt tout de suite avoir en tête la machine à vapeur et le métier à tisser à Manchester en 1830, qui est un peu le cliché sur l'histoire de l'énergie au 19e siècle. Mais qu'est-ce qui est plus important au fond? Franchement, ça se discute. Hein. À mon avis, les éoliennes et l'ouverture l'ouverture agricole du Midwest, c'est un événement historique absolument majeur. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je pense que ça aidera bien la suite. D'habitude, ça m'horripile les conférenciers qui boivent de l'eau quand ils parlent. J'ai jamais compris l'intérêt, mais là, je veux dire, aujourd'hui, j'ai compris l'intérêt. Désolé. Alors, pareil, le muscle humain croît énormément au 19e et au 20e siècle. Parce qu'il y a plus d'humains, ils sont mieux nourris, et en plus, ils utilisent des techniques qui sont beaucoup plus efficaces. Des outils relativement simples, qui ne sont pas du tout aussi présents dans notre histoire spontanée de l'histoire des techniques, des chariots avec des roulettes en caoutchouc. Mais ça, c'est une vraie révolution technologique, en fait, à la fin du 19e siècle. Ça change complètement la manutention des charges dans l'industrie. Pourtant, quand on réfléchit à ce problème-là, comment on transporte les pièces dans les usines, on va plutôt avoir en tête la chaîne de montage. Ford, Charlie Chaplin, les temps modernes. Bon. Mais est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que dans l'essentiel de l'industrie, ce n'est pas plutôt ce genre de petites technologies qu'on utilise pour transporter les charges? Évidemment, la chaîne de montage est quelque chose d'assez étrange, en fait, tout à fait minoritaire dans l'industrie. Et pour autant, ce genre de technique-là, finalement, on n'en sait pas grand-chose de ce genre de technique. Et pourtant, ça a un effet sur la mobilisation énergétique du muscle humain absolument gigantesque. Le muscle humain devient beaucoup plus efficace quand on a des sols bien lisses en ciment et qu'on utilise ce genre de chariot. Alors, l'autre problème de l'histoire de l'énergie, et ça va au-delà même de l'histoire en vérité, c'est qu'on a tendance à prendre des catégories, les noms des énergies pour argent comptant. En gros, on regarde les statistiques nationales de charbon, voilà, il y a tant de millions de tonnes de charbon, mais on pense que le charbon, c'est que du charbon. Je vais vous expliquer pourquoi ça pose problème. Ce graphique-là, ça représente aussi une forme de transition énergétique. C'est un graphique important d'un livre vraiment qui a fait date sur l'histoire de l'énergie, qui est un peu le livre standard sur l'énergie pendant la révolution industrielle en Angleterre, un livre de Anthony Wrigley. Et vous avez une forme de transition énergétique dans le sens où le gris foncé, je ne sais pas si vous voyez au fond, mais le gris foncé, c'est fuel wood, bois de feu. Et vous voyez que ça diminue, puis ça finit par disparaître dans les années 1850. Et quand on lit les historiens de l'énergie, ils disent voilà, l'Angleterre n'utilise plus de bois pour son énergie en 1850 parce que la sidérurgie est passée au charbon, pardon. On utilise du coke sidérurgique pour faire de l'acier. Et puis les Anglais se chauffent quasiment plus avec du bois. Ils utilisent du charbon. Alors, est-ce que cette information, elle est fiable? En fait, elle est très problématique. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, le charbon, c'est du bois. Énormément de bois. Il faut énormément de bois pour extraire du charbon. Dans les années 1900, l'Angleterre engloutissait chaque année 4,5 millions de mètres cubes d'étai pour extraire son charbon. Alors, faut toujours, quand on donne un chiffre comme ça, il faut toujours donner un point de comparaison pour comprendre ce que ça veut dire. Mais il faut savoir que l'Angleterre, au XVIIIe siècle, consommait 3,6 millions de mètres cubes de bois de feu. Donc, uniquement pour produire son énergie, l'Angleterre, en fait, consomme plus de bois en 1900, mais ça vaut encore pour 1950. L'Angleterre industrielle du XXe siècle consomme plus de bois pour son énergie que l'Angleterre pré-industrielle du XVIIIe siècle. Donc, tout le blabla sur vous voyez, le charbon qui a permis de sauver les forêts, tout ça, c'est vraiment n'importe quoi, en fait. C'est pas sérieux. D'accord ? En outre, comme c'est du bois d'œuvre, évidemment, il faut plus d'espace forestier pour faire pousser du bois d'œuvre. Il faut 4 fois plus d'espace, en gros, pour faire un mètre cube de bois d'œuvre que pour faire un mètre cube de bois de feu, parce qu'il faut attendre que l'arbre pousse. Donc, en fait, l'Angleterre, en 1900, consomme ou dépend de 6-7 fois plus d'espace forestier que l'Angleterre en 1800, uniquement pour produire son énergie. Parce qu'après, il y a plein d'autres consommations de bois. Je n'ai pas le temps de toutes les lister, mais pensez aux traverses de chemin de fer, pensez tout à la construction, pensez à l'emballage, au papier, tout ça, ça consomme de plus en plus de bois. Alors, le cas des étais des mines est intéressant parce que vraiment, c'est tellement massif que les systèmes, les gens qui s'occupent de ça, la FAO, donc à Rome, vous savez, une organisation qui s'occupe de l'alimentation et aussi de la foresterie, compte les étais, compte le bois de mine. Et donc, on peut
montré qu'en fait, au XXe siècle, la consommation de bois pour l'énergie, elle croît beaucoup déjà parce qu'il y a de plus en plus d'étais qui sont consommés. Ça permet aussi de comprendre, quand on regarde un peu ces relations entre les matières premières, ça permet de comprendre en fait des phénomènes de dépendance qui ne sont pas forcément présents dans notre compréhension de l'histoire. Par exemple, souvent en histoire de l'énergie ou en histoire en général, on va lire le charbon est une ressource nationale. Parce que ça circule moins que le pétrole. C'est principalement cette comparaison qu'on fait. Et l'Angleterre brûle l'essentiel du charbon qu'elle extrait, elle le brûle sur son territoire. Et puis c'est une ressource qu'elle a sous ses pieds. Bon. En fait, l'Angleterre dépend entièrement du bois d'œuvre européen pour extraire son charbon. La moitié des étais des mines anglais dans les années 30, dans l'entre-deux-guerres, ça vient de la plantation des Landes, dans le sud-ouest de la France. Il y a même un traité qui est signé de troc, où en gros l'Angleterre et la France s'engagent à échanger une certaine quantité d'étais contre une certaine quantité de charbon. Donc les bateaux anglais débarquent à Bordeaux, livrent du charbon, ensuite vont à Bayonne, et là ils récupèrent plein de bois d'œuvre qui part ensuite en Angleterre dans les mines. C'est absolument stratégique pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. L'une des grandes angoisses de l'Angleterre pendant la guerre, c'est d'être coupé cet approvisionnement en bois d'œuvre qui est très volumineux, qui coûte très cher d'ailleurs. C'est pas du tout, on ne parle pas du tout que de cerises en fait. Par exemple, les importations de bois en Angleterre, des fois, sont plus élevées en valeur que ces exportations de charbon, plus élevées que ces importations de pétrole. Vous voyez, on parle vraiment d'une matière très importante. Et donc, sa grande angoisse, c'est d'être coupé de cet approvisionnement en bois d'œuvre, parce que sans bois d'œuvre, en fait, il n'y a pas de charbon, donc il n'y a pas de vapeur, donc il n'y a pas d'acier, donc il n'y a pas d'industrie anglaise, en fait. Bon. Un autre exemple qui résonne avec l'actualité, c'est la courbe en rouge que vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous voyez au fond, mais ça représente en fait la consommation de bois de mine de l'URSS. Vous voyez une envolée dans les années 1850-60 avec un point qui culmine en 1950-60 et un point qui culmine en 1965 où l'Angleterre utilise chaque année 25 millions de mètres cubes d'étais. Pareil, en comparaison, la France, elle produit dans les années 1900 6 millions de mètres cubes de bois d'œuvre. Donc c'est vraiment, on parle de grands espaces forestiers. Alors comment c'est possible d'engloutir autant d'étais? C'est parce qu'en 1952, il y a un canal qui est creusé entre la Volga et le Don, en Ukraine. Les mines ukrainiennes sont très importantes et elles utilisent, en fait, la géologie est telle qu'en fait, on a du mal il faut beaucoup de bois pour extraire le charbon. Et donc, à partir du moment où il y a ce canal qui est creusé, les grandes forêts de Russie centrale peuvent approvisionner en été les grandes mines du Donbass. Et le canal, donc ce canal entre la Volga et le Don, est représenté dans la propagande soviétique comme le symbole de la fraternité entre le peuple ukrainien et le peuple russe. Et en 1992, à la chute de l'Union soviétique, la monnaie ukrainienne est dévaluée, ce qui est une catastrophe en fait pour les mines ukrainiennes qui, encore à ce moment-là, achètent beaucoup de bois d'œuvre en Russie. D'accord ? Donc vraiment, vous voyez que quand on pense charbon, il faut penser bois. Sans bois, il y aurait très peu de charbon. Et ça aurait été très compliqué pour l'Angleterre de s'industrialiser si elle n'avait pas eu accès à tout ce bois d'œuvre européen. On a le même genre de phénomène aux États-Unis, en Chine. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait standard. Alors, de la même manière, quand on dit pétrole, en fait, il faut absolument penser charbon. Il ne faut surtout pas étudier les énergies les unes séparées des autres. Et ça, c'est un des problèmes de l'histoire universitaire. C'est la spécialisation. Vous avez des spécialistes du charbon, des spécialistes du bois, des spécialistes du pétrole. Et donc, ils vont étudier les énergies de manière séparée, alors qu'en fait, il se passe plein de choses à l'intersection des énergies. L'idée qu'il y aurait une transition du charbon vers le pétrole au XXe siècle, qu'on trouve dans la littérature, c'est évident que c'est faux. Parce que le pétrole, ça sert à quoi? Ça sert à faire rouler des voitures. Et pour faire une voiture, il faut énormément de charbon. Dans les années 30, Ford avait besoin de 7 tonnes de charbon pour faire une voiture. Parce qu'il produisait son acier. Et l'acier, c'est du charbon. C'est encore du charbon maintenant, l'acier. L'acier, c'est du charbon. Et puis, il avait besoin d'électricité. À cette époque, c'était du charbon entièrement, ou presque entièrement. Il avait besoin de verre, c'était du charbon, de raffinage de cuivre, d'aluminium, etc. C'était du charbon. Bon, 7 tonnes de charbon. Il faut savoir qu'en poids, une voiture, pendant toute sa durée de vie à ce moment-là, elle consommait à peu près 7 tonnes de pétrole. Donc, en fait, une voiture, c'était à cette époque autant du pétrole que du charbon. De nos jours, une voiture, ça reste beaucoup de charbon. En Chine, il y a des calculs qu'on peut retrouver, des analyses de cycle de vie. On estime que c'est à peu près 3 tonnes de charbon pour faire une voiture. Donc, vraiment, la première matière première qui rentre dans la composition d'une voiture, c'est le charbon. Et en deux, c'est le minerai de fer. D'accord ? Quand on voit une voiture, en fait, il faut imaginer un gros tas de charbon.
et qu'elle soit électrique ou pas d'ailleurs, vous noterez. Hein. Donc, il y a des calculs qui sont faits en Angleterre. Pour chaque tonne de pétrole brûlé, il avait fallu 2,5 tonnes de charbon brûlé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas que la voiture. Il y a aussi toute l'infrastructure pétrolière qui dépend de l'acier. Le pétrole, c'est extrait avec des tubes en acier. C'est transporté dans des bateaux en acier. C'est brûlé dans des moteurs en acier qui font avancer des engins en acier. Et tout cet acier dépend du charbon. Ou presque tout cet acier dépend du charbon. Donc vraiment, pétrole et charbon sont complètement symbiotiques. Toute la première partie du livre raconte une histoire symbiotique des énergies. J'étudie comment les énergies elles s'entraident les unes les autres. Ça ne veut pas dire que pétrole et charbon ne sont pas aussi en compétition. Évidemment, les machines à vapeur sont remplacées par des moteurs diesel dans l'entre-deux-guerres, parce que le moteur diesel est beaucoup plus efficace qu'une machine à vapeur. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus fiable aussi. Le problème des machines à vapeur, c'est qu'il y a des chaudières à vapeur, et les chaudières à vapeur, ça avait un fâcheux risque, une fâcheuse tendance à exploser, ce qui était des vraies catastrophes, surtout sur un bateau. Et donc, évidemment que là, le pétrole remplace le charbon, mais c'est qu'une petite partie de l'histoire. Or, on s'est focalisé sur cette petite partie de l'histoire. Parce que le bateau avec son moteur diesel qui brûle du pétrole, il est en acier, il nécessite du charbon d'un bout à l'autre de sa chaîne de production, de sa maintenance, etc. Alors, une fois qu'on a du pétrole aussi, on a beaucoup plus de charbon. En tout cas, le charbon coûte beaucoup moins cher. Mais ça, c'est général. En fait, cette jonction entre le pétrole change vraiment notre accès aux matières premières en général. Tout devient beaucoup plus facile à partir du moment où on a des camions. Et en particulier des camions à benne levante. Moi, c'est le genre de technique qui me fascine. Pourquoi? Parce que c'est complètement négligé. Ça paraît vraiment basique, quoi, cette technique comparée à un réacteur nucléaire. Vous voyez, ça paraît très très simple, ou à une fusée, ou à je ne sais quoi. Et en fait, c'est beaucoup plus important qu'un réacteur nucléaire ou qu'une fusée. Économiquement, c'est absolument central pour comprendre la croissance économique au XXe siècle, pour comprendre la construction des infrastructures. Parce que ça permet de transporter des pondéreux de manière aisée, en tout cas plus aisée qu'avant. Avant le camion à benne levante, qui est une apparition, c'est vraiment pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis, qu'il y a plein d'innovations de ce genre-là, très très importantes, qui vont ensuite se diffuser dans les pays riches dans l'entre-deux-guerres. Avant le camion à benne levante, le charbon, on peut en avoir beaucoup si on est sur une voie de chemin de fer ou sur un canal. Mais sinon, c'est très coûteux d'avoir du charbon. J'avais regardé à New York, il y avait des milliers de chevaux qui étaient employés à la distribution du charbon dans les années 1910. Et le charbon, c'était distribué à dos d'homme ou avec des brouettes, avec des pelles, avec des sacs. Enfin, c'est très laborieux. Donc, ce qui coûtait cher, c'était la manutention du charbon. Hein. Et ça, évidemment, ça change absolument tout sur l'économie du charbon. Bon. Alors, ces relations symbiotiques, elles valent aussi entre pétrole et bois. En fait, le bois, déjà, est absolument indispensable à l'industrie pétrolière dans sa première phase, jusque dans les années 1930. Les derricks sont en bois. Les derricks, c'est ces grandes tours en bois qu'on voit des fois, hein, sur cette photo-là, pour porter les instruments de forage. Un derrick, c'est 30 tonnes de bois. Il y a 1 million de puits pétroliers, 1 million de puits de pétrole qui sont creusés aux États-Unis avant 1930, rien qu'aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est déjà 30 millions de tonnes de bois, c'est pas rien. Bon, c'est pas gigantesque, mais c'est pas rien. Une anecdote qui m'amuse, c'est un peu un détail, mais je le trouve significatif de notre vision trop phasiste de l'histoire des matières, des énergies, des techniques aussi, c'est le fait que le pétrole fait exploser la consommation de tonneaux. On dit un baril de pétrole pour une raison toute simple, c'est que c'était d'abord transporté dans des tonneaux, barrels, mais ce n'était pas des barils en acier, c'était des wooden barrels, des barils en bois. Et le plus grand tonnelier de toute l'histoire, vous le connaissez forcément parce que c'est aussi le plus grand pétrolier du XXe siècle, enfin du début du XXe siècle, c'est John D. Rockefeller. Il possède des tonnelleries absolument gigantesques parce que les produits raffinés étaient transportés dans des tonneaux. D'accord ? Ce qui pose d'ailleurs des problèmes aux tonneliers français parce que les Américains mécanisent de manière hyper impressionnante la tonnellerie. Les Français sont plutôt en retard. Et donc, le marché du tonneau français est envahi par ces tonneaux pétroliers bon marché. On les nettoie, on les utilise ensuite pour transporter du vin. Donc, il y a plein de tonneliers qui râlent dans les années 1910-1920. Donc, vraiment, le grand âge du tonneau, là, on produit de loin, mais de très loin. Le plus de tonneaux par rapport aux époques précédentes, c'est les années 1910-1920. Parce que les produits raffinés pétroliers sont transportés dans des tonneaux et le ciment aussi, d'ailleurs, est transporté dans des tonneaux. Ensuite, ça sera dans des sacs en papier et donc en bois d'une certaine manière. Bon.
Et puis, grâce au pétrole, le bois énergie augmente aussi beaucoup. Déjà dans les pays pauvres. Une des très grandes transformations du système énergétique depuis les années 1960, c'est l'explosion du bois énergie, qui a été multiplié. Alors c'est compliqué d'avoir des statistiques très fiables, mais selon la FAO, c'est multiplié par entre 2 et 3, en gros, depuis la Seconde Guerre mondiale, le bois énergie. Parce que déjà, dans le monde pauvre, il y a 2,3 milliards de personnes qui dépendent du bois pour cuisiner. Et c'est les premières victimes de la pollution, d'ailleurs. Et donc, comment dire, on consomme aussi de plus en plus de bois énergie parce qu'on utilise de plus en plus du charbon de bois. Le charbon de bois, c'est quelque chose qui peut paraître ringard ou réservé au barbecue, mais en fait, c'est vraiment vital pour une bonne partie de la population mondiale. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a des villes, des mégalopoles de 10 ou 15 millions d'habitants qui utilisent en fait du bois pour cuisiner. Kinshasa, Lagos, Dar es Salaam, ces grandes mégalopoles du monde pauvre. Par exemple, pour Kinshasa, on sait que c'est 2,3 millions de tonnes de charbon de bois par an qui sont utilisées pour cuisiner. Pareil, le chiffre va paraître très abstrait. Il faut savoir que Paris, en 1860, c'est 100 000 tonnes de charbon de bois. Et comme le charbon de bois, il faut beaucoup de bois, il faut en gros 6 à 7 tonnes de bois pour faire une tonne de charbon de bois, parce que c'est des méthodes comment on appelle ça, de carbonisation qui ne sont pas très efficaces. En fait, ça veut dire que Kinshasa, a priori, consomme autant de bois, à peu près autant de bois que la France entière en 1860. Et alors, tout ce charbon de bois, il vient de loin. Parce que pour avoir accès à autant de bois, il faut aller le chercher loin. Ça vient de la forêt du bassin du Congo. Et c'est possible d'avoir autant de charbon de bois parce qu'il y a des camions qui transportent le charbon de bois, évidemment. L'intérêt du charbon de bois, c'est que ça rend le bois énergie transportable. En tout cas, plus facilement transportable que le bois vert, le bois coupé. Ça se transporte dans des sacs. D'accord ? Alors, cette transformation-là, qui est vraiment importante, le charbon de bois a été multiplié par 6 en Afrique subsaharienne depuis les années 1960, par exemple. On ne parle vraiment pas de petits phénomènes. Ça a eu aussi lieu dans le monde riche. Ce qui paraît moins évident parce que, a priori, personne ici ne cuisine au charbon de bois ou au bois. Peu de gens se chauffent au bois, encore que ça a beaucoup cru depuis le choc pétrolier de 1973, en fait, le bois énergie, même dans les pays riches. Mais en fait, ça a surtout lieu dans le monde industriel, où il y a eu une explosion du bois énergie dans le monde industriel. Pourquoi ? Parce que, en fait, surtout à partir des années 60 et encore plus fortement après le choc pétrolier de 1973, l'industrie qui utilise du bois, que ce soit les scieries, les panneaux de contreplaqué, les panneaux de particules et puis surtout la papeterie, s'est mis à valoriser de la sciure ou des résidus de production, donc du bois. L'exemple que je trouve parlant, c'est le cas de la papeterie. Il faut savoir que la papeterie est un énorme consommateur industriel d'énergie. C'est le 4e consommateur industriel d'énergie. Le premier, c'est la sidérurgie, pour faire l'acier donc. Le deuxième sont les cimenteries. Le ciment, évidemment, une matière clé du XXe siècle qui dépend du charbon en grande partie. J'y reviendrai peut-être plus tard. En 3, vous avez l'industrie chimique en général. Et en 4, vous avez la papeterie. Alors pourquoi la papeterie croît fortement depuis les années 1950-60 ? C'est pas tant qu'on se met à lire beaucoup plus les journaux, mais c'est qu'on emballe de plus en plus de biens. C'est l'emballage qui pèse très lourd dans la papeterie. L'emballage, donc là on voit bien aussi des symbioses à plusieurs rebonds. En gros, vous avez une économie dopée aux fossiles, au charbon et au pétrole, qui croît, qui produit de plus en plus de biens. Donc on a un volume à emballer de plus en plus important. Or, 2/3 de l'emballage, malgré le plastique, le verre et tous les autres, l'aluminium, etc., ça reste le papier. Dans les pays riches, on estime 2/3 en gros de la masse des emballages, c'est des cartons en fait. Donc en fait, vous voyez, et comme la papeterie utilise du bois énergie, ça fait exploser le bois énergie dans l'industrie, grâce au pétrole d'une certaine manière, ou à cause du pétrole. Et puis en plus, et ça c'est aussi un point important à noter, je vous ai dit, le pétrole donne accès à beaucoup plus de bois. Ça permet de faire pousser beaucoup plus de bois aussi. Ce qui a rendu possible l'explosion des emballages en carton, ce n'est pas du tout la forêt telle qu'on la connaît. Ce sont des plantations industrielles, soit de résineux, mais surtout d'eucalyptus. Et l'eucalyptus est un arbre assez miraculeux en termes de rendement. Au Brésil, les plantations d'eucalyptus, pour faire du bois de papeterie, on estime, les statistiques données, c'est 39 mètres cubes à l'hectare et par an. Il faut savoir que le rendement des forêts françaises au début du XXe siècle, c'est entre 2 et 3 mètres cubes à l'hectare et par an.
En fait, le bois n'a plus rien à voir avec le bois, la forêt qu'on connaît, quoi. Ça, c'est vraiment un truc très différent. C'est très moderne, en fait. Et les rendements de bois énergie, d'eucalyptus qu'on utilise pour faire de l'énergie, c'est jusqu'à 80 mètres cubes à l'hectare et par an. Donc, en fait, c'est l'agriculture industrielle. C'est plein d'engrais, donc plein de gaz, pour faire les engrais azotés, plein d'herbicides, etc. Donc, ça dépend entièrement des énergies fossiles. Ce qui pose plein de problèmes, parce qu'en fait, ça vous le trouverez beaucoup dans la presse, quand si vous vous intéressez aux solutions face au changement climatique, la biomasse, en fait, le bois joue un rôle de plus en plus important. On a un problème, par exemple, pour les avions. C'est très compliqué de décarboner l'aviation, on pourrait y revenir si vous voulez dans la discussion. Et donc, une des propositions, c'est de dire on va faire des SAF, Sustainable Aviation Fuels. Et on va partir de la biomasse, en particulier du bois. Sauf que tout ce bois, il est produit avec des fossiles, en fait. Vous voyez, c'est pas du tout produit à partir de photosynthèse seulement. Et puis, en outre, on ne produira jamais assez de bois pour... les quantités nécessaires de biomasse pour faire voler les avions sont absolument gigantesques. Mais ça, on y reviendra dans la discussion. Je préfère garder mon temps de discussion sur l'histoire, parce qu'après, toute la discussion va être sur des choses, a priori, sur des choses contemporaines. Donc, voilà. Ah oui, un exemple que je trouve assez parlant de ces symbioses énergétiques et puis aussi du caractère très étrange de la notion de transition, c'est une centrale en Angleterre qui s'appelle la centrale de Drax, qui se trouve près de Leeds. C'est une centrale, au début, inaugurée en 1972, qui devait brûler du charbon. Et puis, dans les années 2000, elle est convertie à la biomasse. Biomasse, ça veut dire bois, en fait. C'est du bois qui vient des États-Unis et du Canada, principalement. Évidemment, toute la chaîne du bois dépend du pétrole, que ce soit les engins forestiers, le transport. On transforme tout ça en granules de bois, donc tout ça, ça dépend du pétrole. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est la quantité de bois. 8 millions de tonnes par an. À savoir au moins 4 fois plus que ce que l'Angleterre brûlait au XVIIIe siècle. Un beau résultat après 2 siècles de transition énergétique, quand même, vous voyez. Tout ça pour ne produire que 1,5% de l'énergie britannique. Donc vraiment, il faut penser l'expansion symbiotique de tout, quoi, au cours des 19e et 20e siècles. Ça montre aussi vraiment l'inanité du projet, auquel j'ai fait allusion il y a quelques instants. On va faire tourner des systèmes techniques qui ont été construits à partir des fossiles, pour les fossiles, avec des fossiles à partir de biomasse. Ça ne boucle pas. Les quantités de matière ne sont pas là. Voilà. Alors, une fois qu'on raconte l'histoire de l'énergie comme ça, comment ça se fait que la notion de transition soit devenue aussi dominante, que la transition énergétique, tout le monde en parle, bien sûr qu'il y a une transition énergétique, on va faire une transition énergétique, il y en a eu par le passé, etc., etc. Alors, la deuxième partie de mon exposé, désolé, c'est en anglais, je n'avais pas fait attention à ça, c'est d'où ça vient cette histoire de transition énergétique. Il faut bien noter que la notion de transition énergétique, elle est récente. Ça fait longtemps qu'on réfléchit aux dynamiques énergétiques. Plein de gens qui ont réfléchi à ça au XXe siècle, 19e et 20e siècle, ils ne parlaient pas de transition énergétique. Ils voyaient plutôt le futur de l'énergie comme un présent agrandi. Ça, c'est un travail de futurologie d'un défenseur du solaire en 1972. Donc, vous voyez, le solaire va croître, mais tout va croître selon lui. Il y a de la place pour tout le monde, si vous voulez. Pour le charbon, pour le pétrole, pas de souci, il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est très net aussi quand on lit les travaux des conservationnistes, ceux qui se préoccupent des matières premières et des ressources naturelles. Ils se posent la question, est-ce qu'il y aura encore du charbon dans 3 ou 4 siècles ? Dans les années 1950, c'est les gens qui se posent ce genre de questions, aux États-Unis, en Angleterre. Vous voyez, ça montre bien qu'ils ne pensent pas que le charbon, c'est quelque chose qui va devenir obsolète. Ils pensent qu'on aura encore besoin dans 3 ou 4 siècles. De nos jours, on ne pose plus trop ce genre de questions, en fait. Parce que, une fois encore, on imagine le futur de l'énergie comme un futur extrêmement différent du présent et du passé, ce qui n'était pas le cas encore dans les années 1950-60. Donc personne ne parle de transition, hormis un groupe de scientifiques qui sont des savants atomistes, qui ont participé au projet Manhattan, et qui sont aussi des néo-malthusiens, qui se préoccupent de l'épuisement des ressources. Ils sont des Américains. Et c'est vraiment à l'intersection de ces deux groupes que va naître cette idée de transition énergétique. Des gens qui sont à la fois fascinés par le potentiel énergétique de l'atome, et très préoccupé par l'épuisement des ressources et puis aussi préoccupé par la croissance démographique, parce que l'épuisement des ressources va plus vite s'il y a une forte croissance démographique. Alors, l'inventeur du terme transition énergétique, c'est ce monsieur-là, c'est en tout cas à ma connaissance le premier à en parler, à utiliser ce mot-là, même si l'idée de transition vers l'atome, vers l'âge atomique existait déjà. C'est donc Harrison Brown, qui est un ancien du projet Manhattan. Et quand il emploie ce terme au milieu des années 1960, en fait, il recycle un terme de physique nucléaire. Energy transition, transition énergétique, c'est d'abord le changement d'état d'un électron
autour de son noyau, hein, où il y a des niveaux d'énergie, etc. Et donc il y a un changement d'état. On parle de transition énergétique dans ce contexte-là. En fait, il recycle un terme assez technique de physique nucléaire pour parler du futur de l'énergie. Et puis le mix avec la grande transition dont tout le monde parlait à ce moment-là, c'était la transition démographique, qui était le grand sujet des néo-malthusiens des années 1960, évidemment. Donc c'est vraiment dans ce petit microcosme des savants atomistes que naît cette idée de transition énergétique. Pourquoi c'est important pour eux ? Parce que ce sont des savants atomistes qui sont assez coupables de Hiroshima et Nagasaki. Et ce qu'ils veulent dire, en fait, c'est que ce qu'ils ont inventé, ce n'est pas simplement un instrument de destruction de masse, c'est aussi la clé du futur de l'humanité. C'est aussi un argument de défense des investissements dans le nucléaire civil dans les années 1950. Il y a des économistes qui expliquent avec des savants calculs que l'énergie atomique, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Ça coûte cher. Ça peut avoir un intérêt pour faire de l'électricité, mais l'électricité au charbon, ça ne coûte pas très cher. Et ça va être compliqué pour l'énergie atomique de devenir compétitive par rapport aux centrales thermiques à charbon. Ce en quoi ils ont vu juste, de nos jours, c'est toujours moins cher de faire de l'électricité avec du charbon qu'avec l'atome. Hein. Bon. Et en fait, ça énerve les savants atomistes qui disent qu'ils n'ont rien compris, ces économistes avec leurs calculs de bout de chandelle. La question, ce n'est pas que l'atome soit compétitif quand il y a du charbon, c'est qu'il y ait de l'atome quand il n'y aura plus de charbon. Ce qui est une question autrement plus intéressante, parce que c'est une question existentielle, il s'agit de la survie de l'humanité. D'accord ? Donc c'est vraiment dans ce milieu-là que naît la transition énergétique. Un bon exemple, c'est aussi le travail de Marion King Hubbert, que vous connaissez sans doute à travers sa théorie du pic pétrolier. Vous avez tous entendu parler du pic pétrolier. En fait, cette idée vient de ce graphique-là, qui est très, très original. Est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça, c'est... Donc, en gris foncé, là, en hachuré, c'est toute la quantité d'énergie contenue dans les réserves fossiles, pétrole, charbon, gaz. Mais pourquoi ça forme un pic ? Parce qu'on a regardé l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans. Bien sûr, si on dézoome sur 10 000 ans, toute la quantité des fossiles au rythme de consommation des années 1950, ça ne dure pas très longtemps. Vous voyez ? Et pourquoi ça forme un pic aussi ? Parce qu'il compare toute la quantité qu'il y a dans les fossiles-là à l'énorme quantité d'énergie qu'il y a si on arrive à développer le surgénérateur nucléaire. Alors, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais en fait, tous ces gens-là, ce monsieur-là, Harrison Brown et tous les autres qui parlent du vraiment futur à long terme de l'énergie atomique, ils disent que le truc important, c'est de développer le surgénérateur nucléaire. Pourquoi c'est important ? Parce que ça permet de brûler tous les isotopes de l'uranium et pas seulement le U-235, et donc ça donne accès à une quantité phénoménale d'énergie. C'est ça qui ouvre un horizon temporel énergétique de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années. D'accord ? Ce n'est pas la fission telle qu'on la connaît. Et donc, si on développe le surgénérateur nucléaire, alors on peut atteindre ce plateau-là et donc, vous voyez, produire à très haut niveau de l'énergie sur des temps très, très loin, très, très lointains. Donc, vraiment, la transition énergétique, ça vient de ce milieu-là. De savants atomistes obsédés par le surgénérateur nucléaire et par l'épuisement des fossiles. Il faut savoir que Marion King Hubbert, je n'ai pas eu le temps d'en parler, en fait, c'est un géologue, mais en fait, il est aussi consultant à l'AEC, l'Atomic Energy Commission. Et donc, ces travaux-là, c'est aussi en fait une entreprise de lobbying pour dire financer le nucléaire civil. C'est une question vitale pour les États-Unis et pour l'humanité tout entière. D'accord ? Alors, la question évidemment qui se pose, une fois qu'on a dit ça, c'est comment ça se fait que cette futurologie-là, assez marginale, assez étrange, on considère les problèmes énergétiques à l'échelle de milliers d'années, ça soit devenu la futurologie de tout le monde. Et donc, il y a eu une étape qui est celle des années 70. Je vais passer ça. En 1970, en 1973, il y a eu le choc pétrolier. Alors, non, mais ce n'est pas inintéressant. En fait, dès les années 68-69, l'Atomic Energy Commission, pour qui travaille Marion King Hubbert, diffuse l'idée qu'il va y avoir une crise énergétique. C'est eux qui parlent en premier de cette idée de crise énergétique. Donc vraiment, la crise énergétique, ce n'est pas simplement que le pétrole se met à coûter cher parce qu'il y a un problème, une guerre ou je ne sais quoi. Non, c'est parce qu'il y a un manque fondamental de ressources. D'accord ? Donc, ils parlent de crise énergétique. Alors, c'est vraiment une entreprise de lobbying, de promotion de l'atome et du surgénérateur nucléaire. Ça, c'est une publicité qui est dans toute la presse américaine. En 1972, vous voyez un bloc de charbon en disant ça va bientôt disparaître. Heureusement, General Electric est en train de travailler à son successeur, à savoir le surgénérateur nucléaire.
Ça, c'est des articles qu'on trouve dans le New York Times, vous voyez, avant le choc pétrolier de 1973. La crise énergétique, le futur, en gros, c'est le nucléaire. Alors, ce discours-là se trouve confirmé d'une certaine manière par le choc pétrolier de 1973. Et là, la crise énergétique devient le vocabulaire général. Tout le monde parle de crise énergétique aux États-Unis, sur les plateaux de télévision, dans la télé, etc. Et la notion de transition énergétique se diffuse à ce moment-là comme la solution à la crise énergétique. Et à mon avis, si on parle tous de transition énergétique maintenant, c'est parce qu'il y a eu ce monsieur qui s'appelle Jimmy Carter, qui, en 1977, fait un grand discours à la télévision où il dit par le passé, il y a eu, aux États-Unis, il y a eu plusieurs transitions énergétiques, l'une du bois au charbon, la seconde du charbon au pétrole, et maintenant faire une troisième transition énergétique. D'accord ? Alors ça, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'à ce moment-là, personne ne parle quasiment de transition énergétique encore, à part ces savants atomistes. Et quand vraiment ça commence à rentrer dans le débat public, ça s'ancre dans une histoire qui est archi fallacieuse. Parce que quand Jimmy Carter dit les États-Unis ont fait 2 transitions énergétiques, mais qu'est-ce qu'il raconte ? À ce moment-là, le charbon se porte relativement bien aux États-Unis. Et son plan de transition énergétique, en fait, c'est une relance du charbon. Il veut liquéfier le charbon pour faire du pétrole, parce qu'on pense que le pétrole va coûter de plus en plus cher. D'accord ? Et puis le bois aussi, a diminué drastiquement en fait aux États-Unis. Il y a eu un petit point bas dans les années 50, et puis c'est remonté ensuite. Alors, pourquoi il a cette histoire complètement fausse de l'énergie ? C'est qu'il commande ce graphique-là. C'est un graphique qui se trouve dans son plan énergétique national, celui qu'il présente à la télévision. Et là, vous avez une belle représentation de transition énergétique, et même de 2 transitions énergétiques. Vous comprenez l'astuce, j'imagine. Vous mettez tout en relatif. Vous mettez la part du bois, la part du charbon, la part du pétrole, et ça donne l'impression comme ça qu'on a un système avec des dynamiques de transition et de substitution. Mais c'est uniquement parce qu'on a mis les choses en relatif. D'habitude, quand on parle d'énergie, on représente ça avec ce genre de graphique. Ou la transition, ma foi, ce n'est pas forcément le mot qui vous viendrait à l'esprit pour parler de ça, quoi. Vous voyez ? Plutôt la grande stabilité là qui est frappante. Alors, ce graphique-là, moi, il m'a beaucoup intrigué parce que c'est assez original, enfin, c'est très original à ce moment-là de représenter l'énergie comme ça. Alors, pourquoi ? D'où il vient ? Les Américains l'avaient piqué à ce monsieur, qui est un savant atomiste italien qui s'appelle Cesare Marchetti, qui est récemment décédé, j'ai eu la chance de l'interviewer, qui, à mon avis, a joué un rôle très important dans l'imaginaire de la transition énergétique. Ce Cesare Marchetti, il est connu pour être le grand promoteur de l'économie hydrogène dès les années 60. Ses collègues le surnommaient Mr. Hydrogen, tellement ils n'arrêtaient pas de les saouler avec cette affaire d'hydrogène. Alors pourquoi il était obsédé par l'hydrogène, Cesare Marchetti ? Parce qu'il voyait bien que pour que l'atome puisse vraiment jouer un rôle fondamental dans l'énergie, il fallait qu'il s'extrait de ses limitations, à savoir d'être cantonné au marché de l'électricité. Il fallait qu'avec l'atome, on puisse faire des carburants liquides pour remplacer le pétrole. Et pour ça, il faut l'hydrogène. Et donc le futur tel qu'il le voyait, lui, c'était des énormes centrales atomiques construites sur des barges, des grands bateaux, qui seraient au milieu des océans et qui électrolyseraient l'eau de mer pour faire de l'hydrogène, qu'ensuite serait vendu avec des bateaux qui se transportaient et qui permettraient de faire des carburants liquides. Voilà, c'est ça qu'il voyait. Bon. Alors ça, c'est son côté un peu docteur Folamour. Mais il avait un côté très intéressant, et moi qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il essaie de comprendre combien de temps ça pourrait prendre pour que ce rêve atomique hydrogène soit exaucé. Combien de temps le système énergétique mondial va prendre pour faire basculer toute l'énergie vers l'atome et l'hydrogène. Et donc, il se met à faire un travail de compilation historique où, en fait, il de montrer qu'il y a des sortes de lois de l'histoire de l'énergie. Donc, il compile des données vraiment sur l'ensemble de plein de pays à l'échelle mondiale. Il met les choses en relatif et il applique une équation de Lotka-Volterra, je ne vais pas entrer dans les détails, et il dit, voyez, ça c'est les données, hein, quand vous avez des petits machins comme ça, là, des angles, et puis ça c'est ce qui ressort de son calcul à partir de l'équation Lotka-Volterra. Et il dit, j'ai trouvé en fait le secret de l'histoire énergétique et du futur de l'énergie. Avec les données, je calcule les paramètres de l'équation Lotka-Volterra et après, je peux extrapoler donc le futur de l'énergie. Et c'est ça qui donne en fait cette impression, vous voyez, de grandes vagues énergétiques et de grands systèmes énergétiques qui se succèdent les uns les autres. Alors pourquoi il fait ça aussi ? Et là, ça nous ramène aux questions contemporaines. C'est qu'il travaille dans un institut qui s'appelle le IIASA. Le IIASA, c'est extrêmement important de nos jours. C'est là où s'organisent
des scénarios de transition énergétique. C'est là où on pense les scénarios qui vont nous permettre d'atteindre la neutralité carbone pour les questions climatiques d'ici 2050, entre 2050 et 2070. C'est vraiment là que ça se fait. Les premiers scénarios, les premiers modèles énergétiques où on étudie cette question de la transition, c'est au IIASA que ça se fait. Ça se fait en 1975. À ce moment-là, Cesare Marchetti travaille au IIASA. Alors, qu'est-ce que en fait, il veut dire? C'est que si on utilise... Donc ça, c'est en fait un modèle informatique. Enfin, c'est trois modèles informatiques qui sont encore utilisés de nos jours. Hein. Mais des messages, c'est des modèles qui sont toujours présents dans la modélisation intégrée pour les questions de transition énergétique. D'accord ? Donc vraiment, le IIASA joue un rôle scientifique et académique clé de nos jours encore, du fait de cet héritage d'avoir été un peu les premiers à faire ça. Donc vous mettez le système énergétique en équation, vous couplez ça, enfin vous mettez aussi l'économie en relation avec ça, et en fait vous pouvez produire autant de scénarios que vous voulez. Vous changez les paramètres du modèle, le coût du pétrole, le coût de l'uranium, etc., et vous produisez autant de scénarios que vous voulez. Et vous produisez aussi des scénarios qui permettent d'atteindre la neutralité carbone assez vite. À cette époque, on ne parlait pas de neutralité carbone, mais on parlait de la sortie des énergies fossiles. Et la tâche que s'était fixée le IIASA en 1972, c'était de réfuter le rapport au Club de Rome. Vous connaissez peut-être le rapport au Club de Rome, le rapport Halte à la croissance, qui a fait grand bruit. Ils reprennent ces méthodes-là, à savoir l'ordinateur, qui à cette époque est évidemment très moderne, et c'est ça qui a produit le succès médiatique en fait, du rapport au Club de Rome, c'est l'utilisation de l'ordinateur. Vous reprenez les mêmes méthodes, sauf que vous montrez qu'en fait, il n'y a pas du tout ce caractère inexorable de l'effondrement des ressources, parce qu'il y a une transition douce, c'est l'expression qu'ils emploient, en dehors des fossiles, qui permettent donc de parer à la question de l'épuisement. D'accord ? Et cette transition, il la cherche en 50 ans. Ce qui est exactement la même question qu'on pose maintenant, d'ailleurs, aux modèles intégrés sur la neutralité carbone. Hein. Et donc ça horripile Cesare Marchetti, parce qu'il n'y croit pas du tout. Il ne pense pas que le futur de l'énergie soit indéterminé. Il ne pense pas qu'il y a 36 scénarios possibles. Et il dit, en fait, ces trucs, on voit plein de scénarios différents. Il dit, c'est un plat de spaghetti. C'est un italien, hein. Ça n'a pas grand sens. L'histoire de l'énergie, en fait, elle est très déterministe. Et en fait, ce sur quoi il veut insister, c'est sur l'inertie du système. D'accord ? Alors, ces graphiques-là ont fait couler pas mal d'encre. Ils ont été critiqués en particulier par Václav Smil, qui est un grand historien de l'énergie, un grand spécialiste de l'énergie, au-delà même d'être un historien, qui dit « Marchetti s'est complètement planté. Regardez le charbon. Le charbon en 2020, vous croyez vraiment que c'est que ça ? Le charbon a beaucoup cru. Hein, il s'est planté manifestement. En fait, si on continuait ce graphique-là, le charbon, il part à l'horizontale ensuite. C'est-à-dire il garde sa part dans le mix énergétique mondial du fait de la croissance énorme de l'Asie. D'accord ? Alors cette critique, elle est injuste. Parce qu'en fait, Marchetti, c'était le plus pessimiste des futurologues des années 70. Ce qu'il voulait dire à ses collègues du IIASA, ceux qui s'amusaient avec les ordinateurs, hein, qui faisaient mémuse avec les ordinateurs, parce que c'est vraiment ça, en fait. Mais ne rêvez pas, vos trucs-là, ça n'a aucun sens. Ça va aller beaucoup plus lentement que ce que vous croyez. Il voulait montrer l'inertie du système, en fait. Donc la chose très inquiétante, la morale inquiétante de cette histoire, c'est que le plus pessimiste des futurologues des années 70 s'est avéré beaucoup trop optimiste. Il pensait qu'on irait beaucoup plus vite dans les transitions énergétiques. Et d'ailleurs, il emploie le terme de transition énergétique, ce qui en soi pose problème. Il regarde les choses en relatif, il pense que les énergies sont en compétition, ce qui n'est pas vrai. Les énergies sont en symbiose, en fait. En grande partie, elles s'épaulent les unes les autres. D'accord ? Vous voyez que la leçon de l'histoire, oui, c'est que le futurologue pessimiste des années 70 s'est avéré beaucoup trop optimiste sur notre capacité à faire évoluer rapidement le système énergétique mondial en dehors des fossiles. Alors, cette affaire de transition énergétique, pourquoi elle séduit tout le monde ? Alors, je pense qu'il y a une raison assez basique, c'est qu'en fait, c'est un mot valise. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et les États-Unis ne s'en privent pas. Aux États-Unis, la transition énergétique, en fait, ça renvoie à n'importe quelle technologie qui augmente la souveraineté énergétique américaine. Ça peut être du charbon, ça peut être du pétrole, ça peut être ce que vous voulez. Du nucléaire, des renouvelables, tout. Donc, c'est une notion très consensuelle. Ça intéresse aussi beaucoup l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière américaine, faut savoir que milieu des 70, début des années 80, elle n'était pas climato-sceptique. Au contraire, elle s'intéressait à ces questions de changement climatique. Elle n'était pas tant concernée que ça parce qu'en fait, la question centrale, c'était le pétrole. C'est pas le pétrole, pardon, c'est le charbon. C'est là où il y a beaucoup de carbone. Et le pétrole, on pense que c'est plutôt en fin de course. Donc, ils n'étaient pas menacés du tout. On ne pense pas être menacés par cette affaire. Bon, par contre, la question, c'est savoir est-ce qu'on va, par exemple, investir dans des procédés de liquéfaction du charbon pour faire plein de pétrole, liquide de synthèse. Alors, la transition énergétique, c'est pain béni pour l'industrie pétrolière.
Donc il y a un discours assez frappant, moi je trouve, de Edward David, qui est le chef de la R&D d'Exxon, en 1982, à des climatologues. Et il dit finalement la question intéressante, c'est pas tant l'effet de serre, parce que oui, l'effet de serre, ça existe. Bon, pas trop de débat là-dessus, en fait, c'est la vieille physique. Hein. La question intéressante, c'est qu'est-ce qui va aller plus vite? La transition énergétique ou bien la catastrophe climatique? C'est ça la question scientifique intéressante. Et là, il sort tout un blabla sur, évidemment, on sait que les transitions énergétiques, il y en a eu par le passé, et qu'en 50 ans, on fera une transition énergétique, etc. etc. Voilà. Donc on a en fait une naturalisation de la transition énergétique, ce qui est très astucieux. C'est beaucoup plus astucieux que de dire qu'il n'y a pas de changement climatique. De dire non, mais là, on aura fait la transition avant la catastrophe. Alors pourquoi ça marche très bien? C'est parce que les climatologues sont d'accord avec ça, en fait. Ça, c'est un point important, c'est qu'en fait, les promoteurs de l'alerte climatique aux États-Unis, à la fin des années 1970, les Roger Revel, même les Hansen, etc., pour eux, il est probable qu'on arrive à faire une transition avant la catastrophe climatique. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent des échelles temporelles assez lointaines. On est en 1978 exactement. Un article d'un climatologue qui m'a beaucoup marqué. Il dit voilà, le changement climatique sera sensible en l'an 2000, c'est-à-dire on pourra mesurer quelque chose, et puis même les citoyens commenceront à comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le climat. Il aura des conséquences économiques en 2020 sur l'agriculture, sur le tourisme, sur les infrastructures aussi, s'il y a des débordements de rivières, etc., des canicules. Et il sera catastrophique en 2080. Et en fait, quand en 1980, on parle de 2080, ça paraît de la science-fiction. Et il rajoute en disant, donc ça va de soi qu'on aura fait une transition énergétique avant. Ça nous laisse le temps. Vous voyez? Parce que tout le monde sait que ça met 50 ans pour faire une transition énergétique et que par le passé, on a mis 50 ans pour faire une transition énergétique. Alors qu'en fait, c'est n'importe quoi. On ne sait pas du tout combien de temps ça met de faire une transition énergétique. On n'a jamais fait par le passé. Franchement, on est bien... Je ne saurais pas vous dire combien de temps ça va prendre de sortir entièrement de tous les fossiles. Oui, ça va prendre un certain temps quand même. Hein. Voilà, donc vraiment la transition énergétique, c'est pain béni pour les industries pétrolières qui se rendent bien compte que c'est un excellent argument dilatoire. Sachant que Edward David, quand il dit tout le monde sait qu'il y a une transition énergétique, 2 mois après, il est à Pékin, où il y a une grande conférence sino-américaine très intéressante sur l'énergie et le changement climatique. Il dit la grande énergie du XXIe siècle, début du XXIe siècle, sera le charbon. Ce en quoi il avait vu juste. Alors, la transition énergétique s'intéresse aussi beaucoup les économistes, en particulier les économistes qui ont défini le problème du changement climatique en tant que problème économique, à savoir William Nordhaus, vous avez peut-être entendu parler, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur le changement climatique en 2018, pourquoi la transition énergétique aussi a eu autant d'influence? C'est assez simple en fait, c'est que c'est une notion qui prend du galon pendant la crise énergétique, pour résoudre la crise énergétique, faire une transition énergétique, qui va ensuite être recyclée pour penser le changement climatique. Et pourquoi? Parce que ce sont les mêmes économistes, des économistes de l'énergie, qui ont fait leurs armes dans la décennie 70, qui sont employés à réfuter le rapport au Club de Rome, et qui ensuite vont prendre en charge la question du changement climatique. Nordhaus, c'est très clair. Il fait son premier article en 1973 en disant, donc c'est après le premier choc pétrolier, le pétrole coûte de plus en plus cher, est-ce que ça veut dire qu'il faut l'économiser? Non. Quand vous êtes un économiste, au contraire, vous pensez qu'il faut l'extraire maintenant parce qu'il vaut cher. Et que d'ici l'an 2000, il risque de plus valoir grand-chose parce qu'il y aura le surgénérateur nucléaire. Cette technologie dont tout le monde rêve dans les 70. Et 2 ans après, il écrit le premier article sur le changement climatique, le tout premier article d'économie sur le changement climatique, et il tient le même raisonnement. Il y a de l'effet de serre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des efforts maintenant de réduction des émissions? Surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile de faire la transition quand on aura les technos. Donc d'ici l'an 2000, en gros. Donc vraiment, la transition énergétique a joué un rôle puissant de procrastination. En disant, on fera la transition, mais un peu plus tard. Ça fait aussi reposer beaucoup l'accent sur l'innovation, évidemment. Sur des technos qui n'existent pas, mais qu'on aura plus tard. Et la dernière raison pourquoi ça marche si bien, la transition énergétique, c'est, à mon avis, tout simplement la situation, disons la création du GIEC et le rôle du gouvernement américain là-dedans. Il faut savoir que quand le GIEC est créé en 1988, c'est pas du tout la même institution que maintenant. C'est une institution dont le but, c'est de ralentir les discussions sur le climat, en fait.
L'UNEP, l'ONU, avait déjà créé un groupe de recherche d'experts sur le changement climatique qui était très allant, enfin, en disant il n'y a pas de débat, il y a, évidemment qu'il y a du changement climatique, il faut tout de suite faire un traité international, mondial, avec une taxe carbone mondiale, une taxe carbone pardon, sur les pays riches pour aider l'adaptation des pays pauvres. Et il faut réduire de 25% les émissions avant l'an 2000. Donc des choses très ambitieuses. Quand le gouvernement américain entend parler de ça, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? On ne va pas laisser quelques climatologues et quelques bureaucrates de l'ONU nous dicter notre politique énergétique. Et donc on va créer un nouveau groupe qui va s'appeler groupe intergouvernemental. Le truc important c'est le I, c'est que c'est intergouvernemental, c'est pas international. Et donc on remet le gouvernement dans la boucle. Et quand on dit les gouvernements, ils le disent, enfin c'est des archives assez intéressantes que j'ai trouvées aux États-Unis. On veut des représentants du ministère de l'Industrie, producteurs d'électricité, ministère de l'Agriculture, des gens sérieux quoi. Pas des climatologues, des gens qui connaissent un peu ces problèmes économiques. D'accord ? Et donc, quand le GIEC est créé, il faut savoir que le président du groupe 3 du GIEC, c'est ce monsieur, c'est Robert Einstein, un Américain qui est ouvertement climato-sceptique. Alors, ça peut sembler surprenant qu'un président d'un groupe du GIEC soit climato-sceptique, mais le président du groupe 2 est aussi climato-sceptique. C'est Yuri Israel, un des rares météorologues, un russe, un des rares météorologues climato-sceptiques, qui conseille à Poutine de ne pas ratifier le protocole de Kyoto en 2004. Ça n'empêche pas d'être vice-président du GIEC jusqu'en 2008 d'ailleurs. Donc voilà, donc vraiment le GIEC a eu ce rôle sous le groupe 3 de mettre l'accent sur la technologie. Alors pourquoi il y a un tel accent sur la technologie? Bon, je pense qu'il y a une raison générale, c'est que c'est tellement plus simple et tellement plus satisfaisant de se dire bon, il y a des solutions technologiques plus tard et on ne restreint pas la consommation maintenant. C'est une pente naturelle et ce n'est pas que les gouvernements qu'il faut blâmer, c'est un truc absolument général. D'accord ? Mais c'est assez net quand on a les discussions entre ce monsieur et ce monsieur. Alors, ce monsieur-là, c'est en fait le gars important dans la slide, c'est le chef de cabinet de George Bush, père. On est en 91, juste avant la conférence de Rio. La conférence de Rio de 92, c'est celle qui lance, qui établit tout le système des COP, de tout ça là, l'UNFCCC. D'accord ? Ça date de cette conférence-là. Et le monsieur donc à la gauche, donc John Sununu lui dit bon, alors c'est bien simple, c'est lui qui donne les ordres. Hein. Donc Robert Einstein, il est à la fois président du groupe 3 du GIEC et négociateur américain pour Rio. Donc tu vas faire ça, la chose suivante. Déjà, tu t'engages pas sur des objectifs d'émission. Hors de question que les États-Unis se lient par un traité international à réduire leur consommation énergétique. Tu ne t'engages pas non plus sur des financements. Hors de question qu'on donne de l'argent s'il y a des dommages. Joue la carte technologique. Play the technology card. Voilà. Et ça fait entièrement sens. Les États-Unis, à ce moment-là, sont la première puissance économique. C'est encore les premiers émetteurs de loin. La Chine n'a pas encore connu son énorme développement économique. Et donc, ça fait entièrement sens pour les États-Unis de mettre en avant les solutions technologiques. C'est logique. Vous voyez, voilà. Et donc, Play the Technology Card, et ben ça, ils l'ont fait. Je peux vous dire que dans les rapports du GIEC, du groupe 3, ils ont vraiment joué la carte technologique. Quoi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette courbe, si vous voulez, on pourra y revenir, mais c'est les statistiques d'occurrence de différents termes. Donc, j'ai mis en bas, alors ça doit être sobriété, vous voyez, qui commence enfin à apparaître. Ça doit être diminution de la demande. Et ça, c'est le truc qu'on voit à peine, c'est décroissance, là, le jaune. Ça, c'est transition. Ça, je pense que ça doit être... il doit y avoir hydrogène quelque part. Je ne sais plus si j'ai mis hydrogène dans cette... Non, je n'ai pas mis hydrogène dans cette courbe-là. Hydrogène est à peu près autant que transition. Enfin, à peu près. Non, c'est ici, c'est un petit peu moins, c'est là. Bon. Et ça, c'est intéressant, c'est la capture du carbone. La nouvelle technologie miracle. Donc, c'est le surgénérateur dans les années 70. Ce que Nordhaus appelait la backstop technologie, le filet de sécurité technologique, la technologie qui permet de décarboner tout. Et maintenant, c'est la capture du carbone. Technologie dont on pourra discuter de l'existence, si vous voulez, un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a vraiment une énorme insistance sur les solutions technologiques. Voilà. Dans toute l'expertise officielle sur le changement climatique. Alors le résultat, c'est qu'on a des scénarios net zéro qui deviennent de plus en plus utopiques. On va décarboner l'économie mondiale entre 2050 et 2070. Et puis les gens sérieux qui font de la prospective énergétique, qui regardent le coût des technologies, qui regardent la demande croissante, la croissance économique, etc., ils ne voient pas des transitions. Parce que en fait, les transitions énergétiques, c'est quelque chose d'assez étrange, en fait. Et ce qu'ils voient, c'est plutôt ça.
Donc ça, c'est le rapport, le dernier, non, c'est l'avant-dernier World Energy Outlook, mais le dernier est un petit peu plus pessimiste encore d'ailleurs, où vous ne voyez pas vraiment une dynamique de transition. Hein. Vous voyez, au mieux, on va réussir à stabiliser, quoi. On est plutôt dans une dynamique de stabilisation que de transition. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me frappe, c'est qu'une notion très, très bizarre soit devenue l'alpha et l'oméga des discours et des politiques climatiques. Et ce qui m'a intéressé, et je vais m'arrêter là, c'est en tant qu'historien, c'est que cette notion très bizarre a gagné en plausibilité du fait d'une histoire fausse. On a fait des transitions par le passé, on va faire des transitions maintenant. Alors que toute la dynamique de l'économie, du développement, du capitalisme, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, du 19e et du 20e siècle, n'est pas du tout une dynamique de transition. Donc vraiment, la transition, ça projette une histoire qui n'existe pas sur un futur qui reste encore largement à construire. Je vous remercie pour votre intérêt. J'imagine qu'après une telle intervention, dont je remercie beaucoup l'intervenant, il y a certainement des questions. S'il n'y en a pas, c'est désespéré. Ou c'est que vous êtes désespéré. Oui. Non, y a-t-il des questions? Ah, j'ai pas vu. Attends. Alors, sa valeur, vous avez pu aborder le problème de l'énergie nucléaire dans le mix mondial, avec les énergies renouvelables dont on parle tout le temps mais qui n'ont pas de production, comme l'éolien et le photovoltaïque. Donc, le nucléaire est très très bas. Par exemple, le charbon avec le pétrole et tous ces là. Alors, j'ai un graphique là, je pense au début de y être. C'est vraiment le truc de tout début, désolé. Alors, le nucléaire, il est là. Voilà. Ça date un peu ces chiffres, et donc là maintenant, donc il y a Hydro qui est 2,5, mais il y a, maintenant le solaire et l'éolien représentent beaucoup plus que le nucléaire, beaucoup plus. À l'échelle mondiale, le nucléaire pèse très très peu. Il y a que la France, le Japon, où vraiment ça joue un rôle important, mais en proportion, vraiment, c'est très très bas le nucléaire. Et alors, c'est pas du tout un argument anti-nucléaire, mais il faut reconnaître que, vu les délais d'urgence, l'énergie nucléaire, le problème c'est que c'est très cher, c'est compliqué. Il y a très peu d'entreprises qui sont capables de construire des centrales nucléaires dans le monde. Et donc, ça ne va pas jouer un rôle énorme. Et alors, je propose qu'on ne parle pas tant que ça de nucléaire parce que... D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne parle pas de ça. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on peut passer toute l'après-midi à discuter, enfin toute la soirée à parler de ça. Mais sincèrement, enfin, je veux dire, une fois encore, c'est pas du tout... Puis là, vous me parlez de président français, mais la France, c'est 1% des émissions, quoi. Voilà. Donc on parle en fait de queue de cerise d'une queue de cerise, quoi. Donc vraiment, enfin... Alors, en Chine, il y a une forte croissance du nucléaire, tout à fait. Ils vont bientôt... Alors, ils vont maintenant les réacteurs qu'ils ont choisis, le modèle qui est national. Hein, ils ont choisi un réacteur national. Donc, il y a une forte croissance du nucléaire en Chine, mais en Chine, il y a une forte croissance de tout. La demande est encore gigantesque en électricité. La croissance de la demande est très très forte. J'en discutais avec un monsieur très intéressant qui est le représentant de la World Nuclear Association en Chine. Il me disait, il a fait des calculs. Enfin, selon lui, en gros, l'expansion du nucléaire, elle est à peine épongée l'explosion de la consommation des data centers en Chine. On est dans ce genre de dynamique-là, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est pas que ce soit, une fois encore, un argument anti-nucléaire, mais c'est juste remarquer que c'est long et compliqué à construire et qu'en fait, il faut beaucoup de capitaux. Il faut surtout des entreprises qui soient capables de les construire. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Et sachant que maintenant, le problème du changement climatique, c'est quand même réduire au maximum les émissions dans les 20 prochaines années, quoi. C'est-à-dire le temps, en gros, on pourra construire quelques dizaines de centrales, en fait. C'est un peu ça le problème. Je propose, une fois encore, qu'on essaie de parler des problèmes globaux. Parce que pour la France, on peut dire, oui, il vaut mieux mettre du nucléaire que mettre des centrales, je ne sais quoi, que de l'éolien. On peut discuter de ça si vous voulez. Moi, voilà, mais je pense que c'est pas raccord avec l'énormité du problème du changement climatique. Voilà.
Oui, merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé très très intéressant. Je n'avais pas en tête que ce mot transition était un peu un mot en trompe-l'œil pour en fait se mettre la tête dans le sable. Je reviens sur les solutions technologiques. Il y a un nouveau mot une nouvelle notion qui est très à la mode, enfin qui devient de plus en plus à la mode, et on dit on compte beaucoup là-dessus, c'est la capture du carbone. Vous avez évoqué brièvement. En fait, ces captures de carbone, ça consomme énormément d'énergie. Donc, en fait, pareil, c'est un truc en trompe-l'œil. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est même encore pire, j'ai envie de dire. Alors là, vraiment, on est dans. Enfin, j'en parle un petit peu dans les, puis là, j'ai approfondi en faisant un article un peu plus précis sur d'où ça vient. Donc, la capture du carbone, évidemment, joue un rôle maintenant très important dans les scénarios de neutralité carbone proposés par le groupe 3 du GIEC. Ce qui m'a fasciné, moi, c'est qu'en fait, ça consomme, comme vous dites, beaucoup d'énergie. En gros, pour capturer le CO2 à la sortie d'une centrale à charbon, vous mettez 3 centrales à charbon, il en faut une 4e pour récupérer l'énergie, pour récupérer l'électricité, pour récupérer le CO2. Parce qu'en fait, on absorbe ça avec un solvant à base d'amine, en fait, un truc dérivé de l'ammoniac, qui est lui-même très polluant à produire d'ailleurs. Il faut le réchauffer régulièrement pour pouvoir lui re-rendre sa capacité à absorber le CO2, pour extraire le CO2 que le solvant a absorbé. Puis après, il faut compresser le CO2, il faut l'envoyer dans des tuyaux, dans des bateaux qu'on va mettre sous le sol. Enfin, tout ça, on va l'injecter dans des... C'est du grand n'importe quoi. Alors, comment ça se fait que ce grand n'importe quoi soit devenu aussi central? C'est ça qui m'a intéressé. Sachant que quand on est historien, c'est bien, c'est qu'on suit un petit peu le statut de solution, en fait, sur 20 ou 30 ans. La capture du CO2 était considérée comme insensée ou un truc pas du tout praticable dans les années 80-90. Les spécialistes du charbon disaient non mais on peut pas, enfin à l'échelle d'une centrale thermique, on ne peut pas capturer le carbone, c'est trop cher, trop compliqué, et ça rend le charbon plus cher que le nucléaire. Donc quel est l'intérêt au fond? Et ce qui est frappant, c'est que c'est un peu, disons, le constat qui est fait. À partir après la conférence de Rio, l'industrie fossile en général, pétrolière et aussi producteurs d'électricité, vont dire bah, s'il y a une solution, c'est la capture du CO2. Et donc, ils vont créer des conférences régulières. Ils vont créer des journaux sur les technologies de contrôle du CO2, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, il y a tout un corpus scientifique qui va être créé sur la capture du carbone. Et en 2005, il y a un rapport du groupe 3 du GIEC qui dit bah, la capture du carbone, c'est très important. Et on peut en stocker jusqu'à 3000 gigatonnes, des quantités absolument faramineuses. Et ça ne coûte pas si cher que ça. Voilà. Et donc, ça devient la backstop technologie, le filet de sécurité technologique. Et pourquoi c'est, en fait, parce que c'est amusant de parler de technologie un peu encore un peu fantasmatique, c'est qu'en fait, ça a eu un rôle très important dans l'accord de Paris. Parce qu'en 2014, il y a un rapport du GIEC c'est là où il y a le sommet de la capture du carbone. Vous voyez, ça a diminué d'ailleurs depuis. Ça, c'est CCS et CDR. Carbon Dioxide Removal and Carbon Capture and Storage. Et vous voyez un pic en 2014, c'est là où on en parle le plus. Et là, on a vraiment des quantités de CO2 capturées absolument faramineuses. Dans certains scénarios... Alors, ce qui est amusant, c'est que dans le rapport de 2014, la production électrique devenait le plus grand puits de carbone. Comment c'est possible? Eh bien, grâce à un truc encore mieux que la CCS, c'est les BECS. Bioenergy Carbon Capture and Storage. Vous faites de l'électricité à partir des arbres, typiquement les plantations d'eucalyptus dont je vous ai parlé. Vous brûlez ça dans des centrales thermiques, vous récupérez le CO2 à la sortie des cheminées et vous l'enfouissez sous le sol. Et donc, on pouvait capturer, je crois que c'est plus... Au maximum, on était à 20 gigatonnes par an de CO2 capturé grâce aux BECS. La moyenne des scénarios, c'était 10 gigatonnes. Alors, ce qui est amusant, c'est aussi de voir un peu combien ça représente. Toute la production mondiale de bois actuelle, c'est 4 gigatonnes. Donc, vous voyez, aller capturer 10 gigatonnes de CO2 grâce à des forêts qu'on brûle, objectivement, ça paraît quand même un peu fort de café, quoi. Et pareil, pour produire toute cette biomasse de bois à partir d'eucalyptus qu'on ferait pousser très vite, il faudrait des plantations forestières qui avaient 3 fois la surface de l'Inde. Des choses absolument délirantes. Voilà. Alors, ils ont un peu réduit la voilure quand même dans le dernier rapport. Donc maintenant, dans le dernier rapport de 2022, suivant l'éventail des scénarios, pour atteindre la neutralité carbone, il faudrait entre 170 et 900 gigatonnes de CO2 capturé et stocké d'ici 2100. Donc d'ici 2100, mettons, il y a 80 ans, il faut entre 2 gigatonnes par an et 12 gigatonnes par an de CO2 qu'on capterait. Ça reste encore énorme, quoi. Voilà.
Donc voilà, pourquoi il y a besoin d'autant de gigatonnes de CO2 captées, tout simplement parce que il n'y a pas de la transition énergétique, l'idée de tout décarboner n'a pas en fait grand sens technologique dans plein de domaines, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pas tant, enfin le problème c'est aussi les gouvernements, quoi, qui se fixent des objectifs intenables. C'est un jeu assez complexe en fait, parce que c'est des économistes qui font ce genre de scénario. En fait, pourquoi ils produisent autant de scénarios aussi bizarres, c'est qu'ils veulent pousser l'ambition des gouvernements aussi avant Paris en 2015. Ils veulent dire mais oui c'est possible, mais oui ça va même pas vous coûter trop cher parce que toute cette capture du carbone on la fera après 2050. Et il y a un truc génial en économie, c'est l'actualisation. Évidemment, vous savez, il y a en gros vous préférez avoir 100 € maintenant que 100 € en 2050, et donc c'est la même chose. Les investissements en 2050 ils valent pas grand chose rapportés à vos euros maintenant. Et donc il y a ça, donc ça réduit le coût de ces fameuses technologies BECCS. Il y a un truc qui s'appelle aussi les learning curves, les courbes d'apprentissage, le progrès technologique. En gros, tout va coûter moins cher dans le futur. Qui est une hypothèse dont on peut discuter. C'est-à-dire, oui, les panneaux solaires coûtent moins cher, ils coûteront probablement moins cher dans quelques années, jusqu'à un certain point quand même. Et puis il y a des technologies qui coûtent de plus en plus cher. Les trains, par exemple, c'est devenu hors de prix de construire une ligne de chemin de fer, ce qui n'était pas forcément le cas. Oui. Donc voilà, il y a plein d'hypothèses qui font qu'on a tendance à préférer des choses un peu fantomatiques après 2050 que faire des efforts maintenant. Concrètement, c'est ça le point important. Je trouve que c'est un petit peu... L'impression que j'en tire, c'est un peu pessimiste tout ça. Si toutes les énergies sont en symbiose, et que finalement, quand on en développe une, on développe aussi les autres, etc. Je ne vois pas comment on peut trouver une solution. Et alors, j'aimerais un petit peu avoir votre avis sur, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire comme historien, qu'est-ce qui va se passer, alors, quelles sont les solutions possibles, à part supprimer l'énergie. Et si on supprime l'énergie, le niveau de vie n'existe plus. Ça va être compliqué, oui. Non, donc, mais je propose qu'on évite de... Je suis un peu pessimiste. Non, je ne crois pas que ça soit pessimiste. Regardez, ce graphique-là, il est pessimiste. Je pense que c'est réaliste, quoi. C'est pas une question d'être pessimiste ou pas, quoi. Enfin, je pense que c'est pas l'attitude. Oui, bien sûr. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que, en gros, comment dire, il y a des choses qu'on sait décarboner. Il faut y aller. L'électricité en fait partie, en grande partie grâce aux renouvelables d'ailleurs. Même si ce sera sans doute pas absolument zéro CO2, mais bon, voilà, on peut quand même largement décarboner, mais il faut relativiser la révolution que ça représente. En fait, ça fait longtemps qu'on fait de l'électricité décarbonée. Ça fait longtemps qu'il y a des barrages, ça fait longtemps qu'il y a des centrales nucléaires. En outre, l'électricité, c'est que 40% des émissions. Donc voilà, c'est déjà bien. Si on réduit de 40%, ce serait déjà un... Et il faut aussi électrifier certains... Voilà. Ouais. Alors... Mais c'est compliqué quand même. Voilà. C'est le plan de transition que vous venez de décrire. Ouais. Et sans doute un arbitrage des deux, sauf que le deuxième terme, on n'a pas trop envie d'en discuter, quoi. Et le problème, c'est que le premier terme, il a un côté un peu utopique. Alors moi, une fois encore, je n'ai rien contre l'innovation technologique, ce n'est pas la question. Enfin, il y a plein d'innovations très utiles, mais il faut bien voir que la capacité à décarboner, par exemple, la sidérurgie mondiale, dans les horizons temporels maintenant dont on parle, on parle de 2050, c'est demain, quoi. C'est ridicule, en fait. C'est juste idiot, quoi. On ne va pas le faire, en fait. C'est pas vrai. Tout simplement parce qu'il n'y a pas les investissements. Si on voulait faire ça, mais ce serait un tel branle-bas de combat. Et puis, il n'y a pas forcément, des fois, il n'y a pas l'électricité pour, il n'y a pas les ressources pour. Pour l'électricité, pour la sidérurgie, j'avais fait des petits calculs de coin de table, donc je ne dis pas que c'est, mais a priori c'est des bons ordres de grandeur. Donc il faut une certaine quantité d'électricité pour faire de l'hydrogène. Vous multipliez ça, et il faut une certaine quantité d'hydrogène pour réduire le minerai de fer, d'accord, pour récupérer l'oxygène qui émet le fer. Donc vraiment le truc le plus simple, donc qui ne prend pas en compte toutes les complexités qu'on peut avoir dans les électrolyseurs qui ne marchent pas toujours parfaitement bien, le stockage de l'hydrogène, etc. Donc c'est vraiment le point bas. C'était 5000 TWh par an. 5000 TWh par an. C'est la production électrique américaine, un petit peu plus que la production électrique américaine. Uniquement pour décarboner donc la sidérurgie. Oui. Après, il y a tout le reste. Pour les carburants d'aviation, c'est pareil. Si on voulait faire des carburants à base d'hydrogène, c'est des calculs qu'avaient fait des collègues. Rien que pour Roissy, il fallait 10 réacteurs nucléaires. On n'aura pas fait ça d'ici 2050, c'est pas vrai, quoi. Donc non, je pense sincèrement que la transition énergétique joue un rôle de
Ouais, en gros, on préfère repousser à plus tard les efforts, quoi, en parlant de transition énergétique à tout bout de champ. En fait, il y a plein de secteurs, on sait qu'il y aura du carbone, en fait. C'est ça, parce qu'il n'y aura pas une transformation radicale de l'aviation, du commerce maritime, de la sidérurgie et de tout le reste, de l'agriculture, avant 2050. C'est pas vrai. Ça ressemblera beau. Les avions en 2050 ils seront plus efficaces, sans doute, que les avions qu'on a maintenant, mais ce sont globalement les mêmes avions. Et donc, la question clé, c'est plutôt, je trouve, où est-ce qu'on met le CO2, quoi. Vu qu'il y aura du CO2 dans l'économie, où est-ce qu'on choisit de le mettre? Et il y a du CO2 de luxe, et une bonne partie de l'aviation, sans doute, répond à cette définition-là, et il y a du CO2 vital. L'agriculture répond sans doute à cette question davantage. Ou bien, je ne sais pas, le ciment. Pareil, le ciment, je n'en ai pas parlé, mais c'est un gros émetteur, c'est 8% des émissions. Et là, c'est le processus même, quoi, qui émet. On chauffe du calcaire, CaCO3, et ça fait un CO2 dans l'atmosphère pour faire CaCO. Donc là, c'est compliqué, c'est pareil, c'est le CCS dont on a parlé, là, qui est très énergivore. Donc le ciment, il y aura du CO2 dans le ciment, mais le ciment, ça peut être utile comme ça peut être assez inutile. C'est pour ça qu'il faut vraiment râler contre les grands projets d'infrastructure dans les pays riches, parce que c'est très émetteur de CO2. Et le ciment, il faudrait plutôt l'investir là où il y en a vraiment besoin, à savoir dans les infrastructures utiles et voire vitales des pays où il n'y a pas encore toutes les infrastructures de base, quoi. Comment ? Ouais, bah voilà. Alors c'est sûr que si on part, non mais voilà. Non mais une fois encore, ça dépend comment est-ce qu'on veut ou pas réduire les émissions de CO2, quoi. Voilà. Je vous propose que nous nous arrêtions là. Je vous invite surtout à lire l'ouvrage de Jean-Baptiste Fressoz, qui est vraiment passionnant et que vous pouvez vous procurer en sortant grâce à notre ami libraire, la librairie Antoine. Moi, je tiens à remercier de tout cœur Jean-Baptiste Fressoz pour cette intervention éclairante. Merci. Merci.